Bonjour, Karim Medjad, professeur du CNAM. Lors de la dernière séance, on a été amené à regarder le marché des droits, c'est-à-dire la concurrence que les États se livrent pour attirer finalement les sièges sociaux d'entreprises. Donc, il y a des pays qui vont vendre un droit fiscal particulièrement attractif, d'autres qui vont vendre tout simplement la qualité de leurs droits, c'est-à-dire la garantie qu'on sera bien protégé chez eux. D'autres, enfin, qui vont vendre l'absence de qualité d'un droit, c'est-à-dire la garantie qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut polluer, qu'on peut exploiter, sans avoir à en subir les conséquences. En matière de contrat international, la question du choix de la loi relève d'une logique qui est un peu différente de celle-là. Parce que le choix de la loi, c'est un choix que l'on fait en fonction de sa position par rapport au contrat. Et si on résume de façon un peu caricaturale la réalité de sa position par rapport à un contrat commercial international, on peut dire qu'on est soit vendeur, soit acheteur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire beaucoup de choses, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut préciser au préalable. La première, c'est que quelle que soit la loi que l'on choisit, ce choix doit être express. On ne choisit pas implicitement une loi, on choisit explicitement une loi, et cela doit donc être indiqué dans le contrat. La deuxième chose qu'il est très important de garder à l'esprit, c'est que lorsque l'on choisit une loi, on ne choisit pas nécessairement, dans la foulée, le juge de la loi. En d'autres termes, si je choisis la loi française, je ne choisis pas nécessairement le juge français, tout simplement parce que le choix de l'un et le choix de l'autre reposent sur des critères très différents. Le choix de la loi, cela tient en fait à une segmentation idéologique des droits nationaux. Historiquement, les droits ont été amenés à pencher plutôt du côté des vendeurs ou plutôt du côté des acheteurs, en fonction du moment où ils se sont cristallisés dans l'histoire. Alors si on prend le droit français, sur ce spectre que vous voyez, qui va de archi-pro-acheteur à archi-pro-vendeur, le droit français, il se situe à une extrémité qui est celle-ci. D'accord ? Le droit français est un droit exceptionnellement pro-acheteur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le droit français s'est cristallisé, on va dire, autour du Code civil français en 1804. Ça a été ce qu'on appelait le Code Napoléon, et la particularité du droit français, très logiquement, est donc de servir les intérêts de Napoléon. Servir les intérêts de Napoléon, ça veut dire quoi si on ramène Napoléon à un agent économique? Eh bien, c'est servir les intérêts de lui et de ses proches, c'est-à-dire ses généraux, dont l'activité économique quasi exclusive a été de détruire l'Europe. Cela veut dire que ces gens-là, lorsqu'ils voulaient quelque chose, ils la prenaient. Lorsque la personne qui était propriétaire de la chose ne voulait pas la leur donner, ils tuaient la personne et puis ils prenaient la chose. Et puis de temps en temps, il y avait la paix quand même. Et bien en temps de paix, lorsqu'ils voulaient quelque chose, eh bien ils l'achetaient. Cela veut dire que ces gens-là, leur particularité a été de ne jamais rien produire. Donc très naturellement, le droit français est un droit qui sert leurs intérêts, c'est-à-dire des intérêts d'acheteurs. Je vais illustrer cela tout à l'heure. Je voudrais d'abord parler de l'autre extrémité du spectre, qui se situe là. C'est le droit allemand. Le droit allemand, c'est un droit qui s'est cristallisé presque un siècle plus tard. En 1896, le Code civil allemand, c'est ce qu'on appelle le BGB, est un droit qui a été fait à l'époque où déjà l'Allemagne commence à être dominée par les grands capitales de l'industrie. Donc vous avez les grands cartels qui ont été amenés à faire valoir leur vue sur le droit commercial allemand. Et donc très naturellement, le droit allemand est un droit très favorable aux vendeurs. Ça veut dire quoi, pro-vendeur, pro-acheteur? Je vous donne un exemple très simple. Si je vous dis, qui veut m'acheter ce stylo pour 1 €? En droit français, les conditions de réalisation du contrat supposent qu'on ait un accord sur la chose c'est celle-là, c'est l'objet. Un accord sur le prix, on est d'accord, c'est 1 €. Et il suffit qu'il y ait rencontre des consentements. Qui veut m'acheter cela pour 1 €? Vous levez la main, l'accord est dit parfait. À ce moment-là, en droit français, le transfert de propriété est instantané. C'est-à-dire qu'au moment où vous levez votre main, vous devenez propriétaire de ce stylo. Et moi, je deviens propriétaire de l'euro qui est dans votre poche.
Je vais voir dans votre poche, je ne trouve rien, eh bien j'ai donc une créance d'1 € sur vous, mais vous êtes toujours propriétaire de cet objet. Ça, c'est le droit français. En droit allemand, les conditions de réalisation du contrat sont les mêmes, parce que le droit français et le droit allemand sont très très proches, techniquement, ce sont des droits quasiment jumeaux sur la technique, pas sur l'idéologie, mais sur la technique. Ce qui veut dire que les conditions de réalisation seront les mêmes, mais en droit allemand, au moment où vous levez la main sur la vente d'un stylo pour 1 €, si l'euro n'est pas dans votre poche, je demeure le propriétaire de ce stylo. En fait, je demeurerai le propriétaire du stylo jusqu'à complet paiement. Donc le transfert de propriété sera différé et conditionné par le paiement. Voilà 2 nuances qui vous montrent 2 expressions parmi 1000 autres qui font qu'un droit est plutôt pro-acheteur ou pro-vendeur. Alors si vous regardez le monde, eh bien, dans la continuité du droit français, vous allez évidemment trouver toutes ces colonies et vous allez trouver tous les pays qui ont été influencés par le droit français. Il y a des pays qui n'ont pas eu besoin d'être colonisés pour la France pour adopter le droit français. C'est le cas, par exemple, de l'Amérique latine. Il y a des pays qui ont été amenés à choisir le droit français parce qu'ils estimaient, et c'est un des paradoxes du droit français, que c'est un droit révolutionnaire, alors qu'il n'y avait plus grand-chose de révolutionnaire lorsqu'il a été produit sous la forme du Code Napoléon. Tous les pays latins ont été en fait influencés par le droit français. Dans le prolongement du droit allemand, vous allez trouver évidemment les anciennes colonies allemandes qui ont disparu après la guerre de 14-18, mais vous allez trouver également tous les pays scandinaves et vous allez trouver tous les pays de l'Est dont évidemment la révolution soviétique et ses suites ont été amenés à atténuer les effets. Le droit allemand est un droit qui a connu un rayonnement géographique considérable à une époque. Aujourd'hui, on le retrouve en partie en Suisse, en partie dans les pays scandinaves, et on le retrouve aussi dans des pays qui ont estimé qu'il était pertinent pour eux d'importer un droit très favorable aux vendeurs. Et donc vous allez trouver le Japon, vous allez trouver la Corée, qui sont des pays, lorsque vous les regardez de près, qui ont un droit qui ressemble énormément au droit allemand. Le droit britannique, il est plutôt là, plutôt côté pro-vendeur, et donc, par extension, toutes les anciennes colonies britanniques, le Commonwealth, le droit américain, il est là. Donc, le droit britannique, il est là. Le droit américain, il est à côté. C'est un droit anciennement britannique, mais il a évolué côté pro-acheteur parce que les États-Unis, le droit américain a connu sa propre trajectoire, et en particulier une très forte pression du mouvement consumériste. Et le mouvement consumériste a tiré un droit initialement pro-vendeur vers un penchant pro-acheteur. Et puis il y a beaucoup d'autres droits dont on ne sait pas trop où ils sont. Ces droits-là, c'est en particulier les droits des pays dits ex-socialistes, parce que ces droits-là ont connu, depuis la fin du mur de Berlin et de l'Union soviétique, ces droits ont connu des influences qui sont venues d'un peu partout. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils soient stabilisés à ce jour, ce qui veut dire qu'on ne sait pas trop, quand on est en droit russe, par exemple, où on se trouve, parce que vous allez trouver une loi qui est plutôt d'origine française, une autre qui est plutôt d'origine allemande, une autre qui est plutôt d'origine anglaise, et ainsi de suite. Ces patchwork ne sont pas encore stabilisés, donc on ne sait pas trop où on est actuellement. Mais concrètement, on peut dire qu'on peut ramener toujours un droit, un penchant plutôt pro-ceci ou plutôt pro-cela, ce qui veut dire une chose fondamentale, c'est qu'un droit n'est pas nationaliste. Quand je suis un acheteur allemand, le pire des droits pour moi, c'est le droit allemand. Quand je suis un vendeur français, le pire des droits pour moi, c'est le droit français. La question, évidemment, est de savoir jusqu'où un tel choix est un choix important. Alors, est-ce que cela vaut le coup, je vais être concret, est-ce que cela vaut le coup de négocier durement la loi applicable au contrat, sachant qu'en face de soi, on aura quelqu'un qui voudra nécessairement autre chose? Alors, on peut dire oui. On peut dire oui dans le sens où, je viens de vous le montrer, la nuance compte. Les droits sont pro-ceci, pro-cela, il n'y a pas de droit neutre. On peut dire non parce qu'il faut se rappeler qu'en droit des affaires, la règle ne s'applique que pour autant que le contrat ne dise pas le contraire. C'est un droit dit d'application supplétive, le droit des affaires. Ce qui veut dire que si la loi dit blanc et que le contrat dit noir, cela voudra dire noir en ce qui nous concerne. Donc finalement, ce n'est pas fondamental. On peut avoir ces deux regards qui ne sont pas deux regards en réalité contradictoires, ce sont deux regards complémentaires sur la pertinence du choix de la loi applicable. Parce que la réalité, c'est que tout tient en fait à une question d'épaisseur du contrat. Plus on en dit dans le contrat, plus le contrat comporte ses règles,
et moins la loi compte. Moins on en dit dans le contrat, plus la loi choisie s'appliquera par défaut et plus la loi compte. Donc finalement, on peut dire que jusqu'à un certain point, l'importance du choix de la loi dépend de l'épaisseur du contrat. Je vous remercie.